Il y a 120 ans, en mars 1906, une catastrophe frappa le Nord-Pas-de-Calais. On le nomme aujourd'hui la catastrophe de Courrières. Elle est devenue un symbole national duquel découla un mouvement ouvrier, et aussi souvent présenté comme une catastrophe industrielle majeure. Mais réduire cet événement à une catastrophe, c'est passer à côté d'une autre réalité, celle d'un conflit social majeur, d'une lutte ouvrière et de la responsabilité du patronat. Je vous mets quelques trigger warnings car dans cette vidéo, on va parler de la mort, parfois de la violence qu'ont subi les corps. Il n'y aura pas d'images choquantes à mon sens et je vais essayer d'être le moins visuel possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo si je n'ai pas mis assez de trigger warnings pour améliorer ça la prochaine fois. Je précise aussi que la liste de mes sources sont en description et je vais volontairement utiliser des formulations comme selon les sources, selon certaines analyses, pour pas que ça ressemble à un article scientifique entrecoupé de selon X personnes à la page temps. Je pense que ça rendrait indigeste l'écoute de cette vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez passer certaines parties de la vidéo, vous avez en description un timer qui permet de découper la vidéo. Bref, allons-y. Pour comprendre ce qui se joue en 1906, il faut remonter au XVIIIe siècle. Le charbon exploité à cette époque s'est formé il y a des centaines de millions d'années, durant l'ère paléozoïque, notamment à partir de la décomposition de végétaux. Cette ressource est extrêmement riche en carbone et devient au XIXe siècle la base énergétique du capitalisme industriel. Sans charbon, on n'a pas de machines à vapeur, pas de production industrielle massive, ni de développement ferroviaire à grande échelle. Et bien évidemment, cette exploitation sera encadrée. En 1744, par exemple, Louis XV affirme que tout ce qui se trouve en sous-sol appartient à l'État. Cela signifie que l'exploitation du charbon ne peut se faire que par la mise en place de concessions. Un système qui sera accordé à des compagnies privées avec des règles précises, mais aussi des logiques commerciales très fortes, notamment parce que le charbon devient une ressource stratégique. En 1757, des nobles vont fonder la compagnie minière d'Anzin, qui sera la première grande société charbonnière. Puis, en 1783, l'École nationale supérieure des mines est créée pour former une élite d'ingénieurs chargés d'encadrer et d'optimiser ces exploitations. Avec la révolution industrielle, la demande en charbon va exploser. À l'époque, on va appeler le charbon l'or noir. Et au 19e siècle, on parle même de fièvre houillère. À partir de 1837 notamment, de nombreux investisseurs qui sont souvent des industriels riches vont se lancer dans l'ouverture de mines. On découvre et exploite des gisements dans toute la France. Bassin stéphanois, Lorraine, Auvergne, Cévennes, Provence, Vendée, Midi-Pyrénées, mais surtout dans le Nord-Pas-de-Calais, qui devient alors le cœur de cette économie. C'est entre Valenciennes et Auchel que s'étend le plus gros de cette exploitation. Il y aurait là le filon le plus rentable. Et donc la compagnie d'Anzin dont je vous ai parlé tout à l'heure va bientôt être accompagnée par d'autres compagnies comme celle de Courrières dont on va parler aujourd'hui. Je me permets aussi de replacer cet événement dans une réalité politique. On sait qu'à la fin du 19e, la classe ouvrière commence à s'organiser politiquement, notamment pour leurs conditions de travail et la sécurité au travail. En 1864, il y a le droit de grève. En 1884, la liberté syndicale. En 1904, les socialistes décident de ne plus soutenir les gouvernements bourgeois du centre-gauche en place depuis 1899. Et en 1905, comme on l'a déjà dit ici dans d'autres vidéos, on a la création de la SFIO qui est l'unification des partis socialistes. Pour résumer, les travailleurs ont donc la conscience de leur force collective. Maintenant, pour parler du travail minier, on va d'abord parler des gueules noires qui sont donc les personnes, les ouvriers qui travaillent dans les mines à cette époque. Ils ont des conditions de travail extrêmement dures et la profession est profondément dangereuse. Aux alentours de 1900, on sait qu'ils travaillaient environ 10 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine, et sans aucun congé payé. Rappelons que ce rythme combiné à la difficulté du travail entraîne un épuisement physique et émotionnel massif, ce qui peut contribuer à expliquer le nombre de morts précoces à cette époque et aussi encore à l'heure actuelle. Ces miniers portent souvent une tenue en toile de chanvre, des godillots, une casquette de cuir bouilli qu'on appelle barrette, une ceinture et une gourde. Le matin, à la lampisterie, il faut récupérer sa lampe à huile numérotée pour être certain qu'aucun minier ne sera oublié le soir venu dans les mines. C'est ensuite seulement qu'ils vont descendre dans les mines et parfois marcher plusieurs kilomètres. Ces mineurs descendent via des cages, parfois à plus de 700 mètres de profondeur, et une fois en bas, ils avancent dans des galeries étroites, souvent accroupis voire couchés, pour extraire le charbon à la main à l'aide d'outils comme la rivelaine ou le pic. Ce travail ouvrier est très organisé et hiérarchisé.
On a les haveurs qui abattent le charbon, les pelleteurs qui remplissent les berlines, les herscheurs qui sont souvent des enfants appelés des galibots qui vont transporter ces berlines, les boiseurs qui vont consolider les galeries en permanence, et les bouts de feu qui vont parfois utiliser les explosifs. Il y a aussi les palefreniers pour les chevaux, des machinistes en surface, des responsables de treuil et bien d'autres professions. C'est une organisation industrielle qui fonctionne 24 heures sur 24 et est réglementée par des contremaîtres. Je vous ai parlé d'enfants et il y en a qui vont travailler ici dès leurs 13 ans. Et on trouve aussi parfois des femmes qui vont travailler à la surface dans le tri du charbon. On sait que les accidents y sont fréquents, notamment à cause de coups de grisou, qui sont des explosions. On a aussi des éboulements, parfois il y a des cas de noyade. Et en réalité, on sait que l'espérance de vie quand on exerce ce métier est assez faible. Parce qu'en dehors des accidents, les miniers vont aussi développer des maladies liées à ce travail, notamment la pneumoconiose et la silicose, qui sont causées par l'inhalation de poussière, mais on peut bien sûr imaginer des maladies chroniques physiques, et aussi de la détresse émotionnelle ou même des cas de dépression. Ces maladies sont bien évidemment mortelles et on parle très souvent de cas de décès autour de 40 à 45 ans. Ces risques ne sont pas seulement naturels, ils sont bien évidemment liés à des décisions techniques et économiques. Rappelons que la priorité est donnée au rendement, notamment dans les grandes compagnies privées, ce qui va limiter les investissements financiers pour la sécurité au travail. Ces mineurs sont également payés uniquement à la tâche et non pas à l'heure, c'est-à-dire au rendement. Ils sont souvent mieux payés que les ouvriers industriels à cause des conditions de travail, mais leur survie économique dépend surtout de leur capacité à prendre des risques pour conserver leur emploi. Plus ils produisent, plus ils gagnent d'argent. Moins ils produisent, plus ils s'exposent à la précarité, mais aussi à des sanctions. Car en plus des risques, les miniers peuvent recevoir des amendes, qui leur sont parfois imposées par les contremaîtres, qu'on appelle aussi les porions, qui peuvent être liés à un manque de sécurité sur le lieu de travail et vont être retenus sur leur salaire. Mais les compagnies minières vont pas seulement contrôler le travail de ces ouvriers, mais leur vie entière. Et c'est là qu'on peut parler de paternalisme. Les compagnies vont fournir les logements, par exemple, qu'on appelle les corons. Ils vont construire les écoles, les commerces, les quartiers entiers. Par exemple, ils vont organiser des événements sportifs pour limiter les sorties au bar. Et on peut voir en ça un réel contrôle indirect. Et plus ouvertement, ce contrôle se fait aussi par une pression à l'embauche, un contrôle moral et religieux, ce qui débouche sur une dépendance totale au patron. L'infantilisation passe aussi par l'acquisition de bons points qui peuvent être récompensés par une gratification ou de mauvais points qui vont se voir par une baisse de salaire. On va rentrer réellement dans un contrôle des corps et des vies, dans une pure logique capitaliste basée sur une possession de main-d'œuvre complètement déshumanisante. Ce paternalisme se limite même au découragement de l'engagement politique par ces miniers, ce qui va permettre de limiter les formes de contestation. Dans ce contexte, en 1852, la compagnie de Courrières est fondée et va devenir l'une des plus puissantes d'entre elles. Elle exploite 12 puits sur différentes communes, Salomine, Méricourt et Billy-Montigny. Le réseau de galeries de la compagnie de Courrières est extrêmement étendu mais aussi interconnecté. On dit que dans le nord de la France, en 1840, on avait environ 9000 ouvriers et qu'en 1900, on est passé à 85 000. Pour ce qui est de la compagnie de Courrières, en 1906, donc l'année du drame, elle employait entre 7000 et 9000 personnes, dont la majorité se trouvait donc sous terre. La fourchette est assez large car il y a un nombre de personnes qui en fait n'étaient pas réellement déclarées pour ces emplois. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser en évoquant ce drame, c'est une compagnie qui est réputée pour la sécurité de ses installations. Et d'ailleurs, en 1900, lors de l'exposition universelle, elle va recevoir une haute distinction pour la sécurité justement de cette compagnie. En parallèle, elle est aussi décrite comme très conservatrice, en étant hostile par exemple à la Troisième République, opposée à la séparation de l'Église et de l'État, et exerçant un contrôle social et religieux sur ses ouvriers. Venons-en maintenant au drame. Le 7 mars 1906 est déclaré un incendie dans la fosse numéro 3 de Méricourt, dans la veine appelée Cécile, à environ 326 mètres de profondeur. Il sera repéré assez tard par un ouvrier qui ramenait son cheval à la fin de sa journée de travail. D'ailleurs, tout ce que je vais rapporter est assez peu précis dans les sources, puisque ça relève principalement du témoignage. Et donc, l'origine de cet incendie est assez incertaine. On parle des fois de la prise de feu d'un vieux tas de bois. On parle parfois aussi de la lampe d'un mineur qui aurait allumé cet incendie, involontairement bien sûr. Et parfois on parle simplement d'un échauffement spontané du gisement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a bel et bien eu un incendie dans cette veine.
Pour l'éteindre, les ingénieurs vont faire en sorte de construire des barrages faits de terre et de roches afin de priver le feu d'oxygène et l'étouffer. Encore une fois, c'est très difficile de sourcer la fiabilité de ces témoignages qui sont principalement le récit d'événements qui ont été vécus dans l'urgence. En tout cas, dans la nuit du 7 au 8 mars, il y a un barrage qui a été installé. Une estoupée d'environ 3 mètres, constituée donc de terre et de pierre dans le but d'étouffer l'incendie. Mais la situation se serait vite dégradée. L'ingénieur Barrault aurait alors fait établir un second barrage à un point stratégique dont je vous passe les détails puisque assez complexe à comprendre sans avoir un plan sous les yeux. Donc d'ici le 9 mars, on a plusieurs barrages qui sont érigés. Un dernier en maçonnerie, je ne sais pas si elle se dit vraiment comme ça, aurait été achevé le 9 mars pour isoler la zone, car finalement la situation ne cessait d'empirer. À ce stade, les témoignages divergent, mais tous s'accordent sur un point. La lutte contre l'incendie s'obstine, mais le danger n'arrive pas à être écarté. Selon certaines analyses, ces dispositifs auraient pu favoriser l'accumulation de gaz et contribuer à une explosion ultérieure, mais là je n'ai pas les connaissances suffisantes pour vous parler de ces discussions. Et c'est ainsi que le 10 mars, tôt dans la matinée, environ 1700 mineurs vont descendre au fond comme tous les jours. Pourtant, un délégué du personnel qui s'appelle Pierre Simon et qui est surnommé Rick dans la plupart des témoignages, avait mis en garde ses collègues. Il estimait la situation encore trop dangereuse et annonçait qu'elle pouvait réellement tourner à la catastrophe. Il avait appelé à ne pas descendre en insistant sur le fait que la vie humaine devait passer avant le travail. La direction, elle, considérait qu'il n'y avait plus de danger et aurait ordonné aux miniers de descendre. On ne sait pas réellement ce qui a poussé ces ouvriers à nier le danger, sans doute l'habitude d'obéir dans le cadre du travail ou alors la crainte même des compagnies. Les situations de précarité, on le sait, qui se retrouvent principalement dans le milieu ouvrier, peut créer une insécurité forte et une volonté exacerbée de conserver une stabilité qui passe souvent par la conservation de son emploi, ce qui est totalement compréhensible. Le fait est que les mineurs descendent. J'ai trouvé différentes heures en fonction des sources, mais on va dire qu'aux alentours de 7 heures du matin, une explosion se produit et va impacter les fosses 2, 3 et 4. Un mélange de grisou, un gaz inflammable, et de poussière de charbon provoque un gigantesque coup de poussière. Le grisou est un gaz principalement composé de méthane qui est naturellement présent dans les mines. Il est inodore et invisible, c'est ce qui le rend particulièrement dangereux. Et lorsqu'il se mélange à la poussière de charbon qui est en suspension dans l'air, il peut provoquer des explosions de violence extrême. Et en effet, ce 10 mars 1906, l'explosion est très violente. Dans la fosse 4, on entend des coups de canon, on voit de la fumée en sortir, certaines toitures aux alentours sont projetées, et le souffle est si fort qu'un cheval va malheureusement être projeté dans les airs. La cage montante est soulevée par une forte poussée, une fumée noire apparaît, la cage descendante est coincée au fond, les installations sont alors réduites et les galeries ravagées. Des témoignages indiquent qu'en surface, l'explosion a provoqué une véritable onde de choc, qui a été accompagnée d'un bruit sourd, parfois même comparé à un coup de canon. On parle souvent d'une propagation en quelques minutes, d'une colonne de feu sur 110 km de galeries. Après, l'étendue exacte reste vraiment difficile à mesurer. Je vais vous lire un extrait des dires de Maurice Thorez qui va publier ses mémoires en 1970. Évidemment, il y a un biais puisque ça a été écrit bien après, mais je voulais vous lire donc un extrait. Je jouais avec d'autres gosses du coron lorsque notre attention fut attirée par un grondement sourd, un piétinement lointain, le fracas des sabots sur les pavés. Les gens se précipitaient dans une même direction. Je fis comme eux. C'était amusant de galoper, de dépasser les vieux qui soufflaient, les femmes qui portaient leur dernier né sur le bras. On criait. Ainsi, le 10 mars 1906, je galopais dans la brume glacée. Je parcourus aussi vite que me le permettaient mes petites jambes les 7 kilomètres qui séparaient Noyelles-Godault de Méricourt sur la route de Lens. Des villages environnants, mineurs quittant leur travail, femmes et enfants se bousculant, s'interpellant, brassés, mélangés, emportés, ressemblaient à quelques armées en déroute sur qui s'allongeait l'ombre de la mort. À Méricourt, je ne vis d'abord rien. Le flot humain venait s'écraser contre une haute grille de fer, coupant un long mur de bris. Derrière la grille s'agitaient des hommes noirs, affairés, la tête encapuchonnée, enfoncés dans des appareils étranges. Au loin, dans le brouillard, se profilait le chevalet Dupuis, aux molettes immobiles. Sur ce paysage lugubre flottait une odeur de suie mouillée, de brûlé, de fumée. Bientôt des lamentations, des imprécations s'élevèrent. Des femmes hurlaient, échevelées, il y eut des remous. On parlait d'enfoncer la grille. Des gendarmes à cheval surgirent et poussèrent leurs bêtes contre la foule. Mais celle-ci, toujours plus dense, ne cédait pas un pouce de terrain. Des cris aigus fusaient de tous côtés.
Je trouve cette citation très parlante et si l'on revient au drame plus particulièrement, il faut savoir que quelques ouvriers sont parvenus à s'extraire, tandis que d'autres restaient coincés à 300 mètres sous terre. La fosse 2 était impraticable, mais quelques ouvriers ont réussi à remonter grâce à des échelles. Et justement, autour de cette fosse 2, on a Auguste Lavore, directeur de la compagnie, qui est très rapidement arrivé puisque son habitation était pas loin. Encore une fois, les sources vont mentionner des noms sans réellement développer, mais il paraîtrait que l'ingénieur voisin, accompagné du galibot Charles Castellès, serait descendu à plus de 300 mètres de profondeur dans la fosse 2. Ils auraient pu remonter le chef Porion, le cerf, mais j'ai aussi lu qu'ils avaient fini par s'évanouir. Mais ils auraient été remontés, bien que grièvement blessés. C'est ce gaz en fait qui aurait bloqué ces opérations de sauvetage. Pour la fosse 3, l'ingénieur principal Petit Jean n'aurait pas pu descendre parce que les échelles en fait auraient été bloquées par un amas de ferraille. Mais certains vont réussir à déblayer les décombres et à descendre dans cette fameuse fosse 3. Mais ils seront vite bloqués par la chute des échelles, vraiment c'est très compliqué. Et pourtant au fur et à mesure, certains vont réussir à s'extraire. Et en ce qui concerne la fosse 4, la cabine est inutilisable, puisque je vous rappelle qu'elle a été projetée, mais une fois dégagée, on retrouve également des survivants. Les secours vont réussir à s'organiser dans le chaos le plus total. On a des médecins qui interviennent sur place, et il est même dit que les docteurs Bologne et Minet vont pratiquer même des amputations sur les lieux. On dit aussi que d'autres médecins venaient bien évidemment pour réanimer les asphyxiés. Des ambulances aussi seraient arrivées avec des voitures chargées de ballons d'oxygène, de médicaments, de paquets de watts. Des salles alentours auraient été transformées en infirmerie d'urgence. Des femmes en parallèle auraient préparé des boissons chaudes pour accompagner les survivants mais aussi les sauveteurs. D'autres renforts seraient encore arrivés, il y aurait eu 10 sapeurs-pompiers de Paris. On sait aussi que des mineurs belges seraient venus aider donc les ouvriers, mais à cette époque, les techniques de sauvetage minier sont encore très limitées, ce qui complique les interventions dans des espaces où les gaz toxiques sont hyper présents. On va avoir les fosses 4 et 2 qui redeviennent utilisables et des sauveteurs vont pouvoir descendre, mais ils vont voir une véritable scène d'horreur. Il y a des miniers qui sont décédés, d'autres qui sont asphyxiés. Il y a des témoignages qui disent que certains ingénieurs ont hésité à descendre, mais que le fameux Rick dont on a parlé a été accompagné de 3 mineurs pour descendre dans la fosse 3 et aurait ainsi sauvé 17 personnes, malgré les risques qu'ils encouraient. Évidemment, la nouvelle se répand très très vite, il va y avoir des milliers de personnes qui vont arriver aux grilles autour des mines. Ils étaient inquiets pour leurs proches. Les témoignages décrivent une présence massive de femmes, des mères, des sœurs, des épouses, qui viennent chercher des nouvelles, identifier des corps, ou même tenter d'obtenir des informations. Leur rôle d'ailleurs est souvent invisibilisé dans les sources officielles, alors qu'il était finalement central dans ce moment de crise. On fait intervenir malheureusement les gendarmes pour contenir la foule, ce qui est un peu un non-sens. On sait aussi que tard dans la soirée, des ingénieurs d'État sont arrivés afin de prendre en main la situation et prendre la main sur les directives. Je ne sais pas pourquoi ils étaient plus qualifiés que les ingénieurs sur place, mais apparemment ça se serait passé comme ça. Évidemment, rapidement, il est observé que la sécurité n'est pas respectée du tout, ce qui est sans doute très vrai au vu de la situation, mais ils vont ordonner la cessation des descentes dans les mines. Ils estiment qu'il faut consolider la fosse 3 avant de continuer les sauvetages. Encore une fois, c'est entendable, mais on sait aussi que les premières heures après un tel événement sont cruciales pour sauver des victimes. Il est dit tout de même que durant cette première journée, il y a 550 personnes qui auraient été sauvées. Le lendemain, on dit que la profondeur de 180 mètres aurait été atteinte par les sauveteurs, et après 2 jours, il y aurait eu 25 autres personnes sauvées et 43 corps de personnes malheureusement décédées qui seraient remontées des mines. Ça, c'était dans les fosses 2 et 4. Et c'est dans la soirée du 11 mars que les sauvetages sont officiellement arrêtés. Évidemment, c'est une décision qui est très rapidement critiquée. J'ai lu qu'il était question de l'ego de la part des ingénieurs d'État, qui les aurait poussés à prendre des mesures aberrantes, dont je n'ai pas réellement connaissance. D'autres fois, j'ai lu que c'était une procédure fréquente dans ce type de cas. Et en réalité, j'ignore ce qui s'est réellement passé. En effet, le second jour, il a été demandé une inversion de la ventilation, et apparemment, ce serait une technique connue pour les cas d'incidents d'incendie minier. Mais pour certains, ça aurait favorisé le déplacement des gaz toxiques vers des zones où les survivants auraient pu encore se trouver. Et il est dit que cette décision aurait finalement condamné certains miniers sous terre. Il est aussi dit que la compagnie voulait surtout déblayer les décombres afin de reprendre au plus vite l'activité.
Le 12 mars, des sources indiquent que 25 sauveteurs allemands seraient venus, malgré les tensions diplomatiques de l'époque avec la France. Ils auraient été équipés de masques à oxygène et auraient ramené de nombreux corps, malgré l'hostilité qu'ils auraient reçue à leur arrivée. Et surtout, ça s'est produit dans des conditions particulières, puisque la fin des recherches avait été plus ou moins actée. Donc on a des sauveteurs qui descendent, et malheureusement certains ne remonteront pas. J'ai lu que 16 d'entre eux auraient perdu la vie. Des ouvriers blessés auraient été remontés à la surface, bien que grièvement abîmés, si on peut dire. Certains sont presque nus, d'autres ont la peau qui a été arrachée, même lacérée. On dit même que l'un d'entre eux avait été scalpé, ce qui est fort possible. Et le 13 mars 1906, le bilan est tombé. Donc il y a 16 sauveteurs de décédés, comme je vous ai dit, 1099 ouvriers miniers qui ont perdu la vie, dont au moins 242 enfants de moins de 16 ans. Il y a eu 196 blessés qui seront handicapés à vie à la suite de cet événement, 562 veuves et 1133 orphelins. Nous n'avons pas non plus le nombre d'animaux tués dans l'explosion. Je parle des chevaux utilisés pour travailler dans les mines, mais aussi des animaux vivant dans les corons ou aux alentours. Évidemment, tous ces chiffres sont à revoir à la hausse puisque ce sont les déclarations officielles des personnes qui ont été retrouvées. Et surtout, on ne compte pas les personnes qui n'ont pas été recensées, comme les personnes étrangères, les orphelins, les célibataires, toutes les personnes en fait qui n'ont pas été réclamées par leurs proches. Et puis les conditions d'identification sont très dures. Les familles n'ont en fait qu'une seule journée pour reconnaître les corps, et certains corps seront sans doute donc pas reconnus par leur famille alors qu'elle était là, notamment par cette espèce de manque de temps, et donc ils n'auront pas la sépulture, enfin l'enterrement que leur famille souhaitait pour eux ou que eux-mêmes avaient souhaité de leur vivant. Ce sont des conditions réellement inhumaines. On a des familles qui doivent défiler devant des centaines de cadavres, et apparemment sans aucune communication faite par un responsable pour les accompagner dans cette épreuve. Dans de nombreux cas, en fait, on a des corps méconnaissables à cause des brûlures, de l'explosion ou même de l'asphyxie, ce qui va rendre l'identification presque impossible dans certains cas. Et donc dans la commune de Méricourt, on va avoir une fosse commune de créer pour les personnes qui n'ont pas été identifiées. Ce même 13 mars, on va avoir les obsèques qui seront organisées dans 3 cimetières différents et pour seulement 38 cercueils. On dit qu'une foule a été conduite par le train malgré la neige, qu'il y a environ 15 000 personnes de présentes pour le cortège, des ministres, des évêques, des députés. Et durant l'événement, il est dit que l'ingénieur Barrault, celui qui aurait poussé à descendre quand même le matin, aurait été hué pendant sa prise de parole. On leur aurait dit de se taire, qu'il n'avait pas sa place ici. On a en parallèle la compagnie qui aurait accueilli des officiers des forces de l'ordre et même des représentants des mines, à qui on aurait hurlé des mots comme assassin. Arthur Lamandin, qui est donc le député-maire de Liévin, aurait lui aussi pris la parole, mais cette fois pour réclamer et trouver une espèce de responsabilité. En fait, il évoque une faute, des crimes. On a aussi Émile Bally durant ses obsèques, qui est donc le député-maire de Lens, lui-même ancien mineur, ancien leader de la grève d'Anzin en 1884, et sa parole a d'ailleurs été retranscrite dans Le Parisien dès le lendemain, et je vais vous en lire un extrait. « Le monde entier a frémi d'horreur en apprenant le malheur qui vous frappe. Vous ne serez pas abandonnés, vous serez secourus. La misère s'achèvera par ceux que la mort a oubliés. Si les hommes entraînés dans la tourmente des nations humaines vous oubliez, nous, vos élus, nous serions là pour leur rappeler qu'il n'y a pas de malheur plus grand que le vôtre, de souffrance plus terrible que la vôtre, d'avenir plus désespéré que le vôtre. Justice sera rendue aux morts, justice sera rendue aux vivants, justice sera rendue à l'humanité. » L'Internationale aurait accompagné les cortèges qui auraient été précédés de drapeaux rouges. Rapidement, les responsabilités sont dirigées. On parle des interventions de secours qui auraient été arrêtées trop tôt, de la priorité donnée à la reprise de l'exploitation, aux dépens bien évidemment de miniers qui auraient pu être sauvés. On a Jean Jaurès, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui va déclarer dans le journal L'Humanité: « Et serait-il vrai que par une funeste erreur, ceux qui dirigeaient les sauvetages, croyant qu'il n'y avait plus en effet d'existence humaine à sauver, se sont préoccupés plus de la mine que des hommes ?» Point d'interrogation. N'oublions pas non plus les femmes et les enfants qui ont été délogés des courants de Courrières, sans relogement ni même pension. Après, j'ignore si ça a été le cas de 100% des veuves et des familles qui ont perdu des proches, puisque bien évidemment, nous manquons de sources dès qu'il s'agit de femmes et d'enfants. Dans ce contexte, la grève va éclater autour du 15 mars, et elle va s'étendre rapidement dans les compagnies voisines. On parle donc de Courrières, de Dourges et d'Austricourt. Et le mouvement va d'ailleurs rapidement dépasser le seul bassin minier. Il devient un symbole
national des luttes ouvrières, relayé dans la presse, soutenu par différents partis politiques, notamment par les socialistes et les anarcho-syndicalistes. Au plus haut, on sait qu'il y a 60 000 mineurs qui ont été déclarés comme grévistes. Il y a d'ailleurs même des grévistes belges qui sont venus. Pour rappel, le progrès scientifique dans le milieu minier se fait, les profits augmentent et les actions surtout s'étaient multipliées dans les dernières années. Alors pourquoi les conditions de travail n'allaient pas en s'améliorant? On parle quand même de diminution de salaire, de brimades, d'amendes injustifiées, d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées et d'un contrôle moral et religieux des ouvriers, rappelons-le. Voici donc ce que les grévistes revendiquent. La retraite à 2 francs par jour après 25 ans de service, la suppression des amendes et leur retenue sur salaire, la liberté politique, religieuse et d'opinion, l'augmentation des salaires, l'amélioration de la sécurité et un logement pour les veuves. Je vous ai parlé du syndicaliste Émile Bally, mais certains vont le trouver modéré. On parle souvent de vieux syndicalisme qui s'oppose au jeune syndicalisme. Dans ce jeune mouvement, on a Benoît Broutchou, qui se réclame de l'anarcho-syndicalisme, qui va insister, lui, sur le 4x8. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, 8 francs par jour. Pour la faire courte, on a donc des oppositions, divisions, discussions au sein des mouvements syndicalistes. Par exemple, Émile Bally, vu comme modéré, est celui qui négociera avec le gouvernement et qui obtiendra une hausse de 10% des salaires, ce qui ne suffit pas pour le jeune syndicat. Benoît Broutchou, par exemple, insiste sur le fait qu'il faut en finir sur le travail à la tâche pour avoir un travail payé à l'heure. À partir de là, j'ai aussi une grosse confusion chronologique dans les sources, donc je vais éluder volontairement ce sur quoi je n'ai pas assez d'informations, comme la rencontre entre Émile Bally et Georges Clemenceau, ou même la venue de Clemenceau au chevet d'un officier à Lens, mais je ne sais pas trop pourquoi, enfin voilà, j'élude toutes les parties sur lesquelles je n'ai pas assez d'informations. Ce qu'on sait toutefois, c'est que le ministre de l'Intérieur, donc Georges Clemenceau, va encourager une forme de répression, notamment en envoyant l'armée. Il avait prévenu si le mouvement devenait violent ou si, et surtout, la production était empêchée, il enverrait les forces de l'ordre. On sait qu'il y a quand même jusqu'à 30 000 soldats qui ont été déployés. Ça fait un soldat pour 2 grévistes. Rappelons encore une fois, comme dans les précédentes histoires oubliées, que les forces de l'ordre ne sont pas formées à ce type de mouvement social. Leur intervention va donc reposer souvent sur des logiques militaires, ce qui va expliquer principalement les cas de violence et d'affrontement. Je vous rappelle encore la vidéo faite sur le massacre de grévistes dans la ville de Fourmi. N'oublions donc pas que dans le cas de grève ouvrière, il y a très souvent des cas de violence policière. Gendarmes et soldats auraient donc été déployés dans la région. Patrouillant dans les rues, les accrochages se font, il est surveillé des lieux pouvant abriter des grévistes, et il est même mis en place un couvre-feu. Des décisions qui peuvent sembler lunaires au vu de la situation, qui, rappelons-le, n'est qu'une réponse à un drame, à une volonté de vouloir la sécurité au travail, et un appel qui n'a pas été entendu pour améliorer les conditions de travail des mineurs. Aussi, je rappelle que les femmes participent activement à ce mouvement social. Il y a certains témoignages vidéo que je vous ai mis en description, où on évoque leur présence active dans les mouvements de grève. Je vous l'ai dit, certaines sont expulsées, sans relogement, sans pension, d'autres ont perdu un ou des proches, et certaines vont soutenir le mouvement. Je pense à Antoinette Covin, aussi surnommée parfois la citoyenne Sorgue, qui est une féministe dite révolutionnaire qui serait venue de l'Aveyron pour participer aux conférences aux côtés de Benoît Broutchou. Dans le journal L'Action syndicale, il est fait appel à une union entre le jeune et le vieux syndicat, afin de porter cette grève générale. L'édito en question se nommera Vive la grève et je vais vous en lire un passage. Nous devons en finir avec le travail à la tâche. Pour sortir sa journée, il faut 20 fois le jour risquer sa peau. Seul le travail à l'heure peut garantir nos vies. Les mineurs ne sont pas de la chair à travail. Il est dit qu'une entrevue entre les représentants des mineurs et des compagnies houillères n'aurait mené à rien. Les compagnies seraient accusées de refuser les négociations et surtout de pousser à la reprise du travail. Au final, on aura une centaine d'hommes accompagnés de Benoît Broutchou qui iront marcher en direction de la mairie de Lens, ne serait-ce que pour faire pression. Mais le député-maire va favoriser encore une fois l'appel à la gendarmerie plutôt qu'à la discussion. Broutchou sera d'ailleurs arrêté et condamné à 2 mois de prison. Et ça, je l'ai lu qu'une seule fois, mais je vais vous le dire quand même, qu'il sera quand même pris à partie des membres du vieux syndicat, comme Beugnet et Cadeau. Le 25 mars, on a le Petit Journal qui va publier un supplément illustré et on y voit la violence et le drame qui occupent 60% de l'iconographie. On voit donc des médias qui vont encourager le sensationnalisme, donnant au lectorat une image dramatique, accompagnée aussi de mots
super cru. Je vous en lis un extrait. Tous ceux qui ne purent être sauvés dès les premières heures restèrent enfouis dans les galeries, asphyxiés par les gaz délétères ou carbonisés par le feu. Toutefois, ces médias vont aussi opposer l'héroïsme ouvrier aux compagnies minières. On a vraiment une opinion publique qui va choisir son camp. Émile Bally va le 28 mars organiser un référendum auprès de 40 000 ouvriers grévistes pour savoir si la grève doit continuer. Évidemment, 2 tiers des votants insistent sur le fait qu'en effet, elle doit continuer. Ils vont donc poursuivre ces marches dans les corons. On va voir une opposition entre ceux qu'on appelle les rouges, qui sont donc les grévistes, et ceux qu'on appelle les jaunes, qui sont les non-grévistes. Et là, fait incroyable, le 30 mars, on a 13 rescapés qui sortent des mines. Léon Boursier, 19 ans, Louis Castel, 22 ans, Honoré Couplet, 20 ans, César Danglot, 27 ans, Albert Dubois, 17 ans, Élie Lefebvre, 38 ans, Victor Martin, 14 ans, Henri Nény, 39 ans, Romain Noiret, 33 ans, Charles Pruvot, 40 ans, et son fils Anselme Pruvot, de 15 ans, Léon Vanoudenov, 18 ans, et Henri Vattiez, 27 ans. On dit qu'ils ont survécu bien évidemment dans des conditions extrêmes, ils auraient bu leur urine, ils auraient mangé ce qu'ils trouvent, notamment en tuant un cheval. Et en même temps, tout est incroyable dans cette histoire. Par exemple, on a quand même un père et un fils qui se trouvaient dans 2 groupes différents qui ont fini par se rejoindre sous terre, et en suivant les tuyaux, ils seraient parvenus donc à sortir des mines. Et c'est pas terminé. Le 4 avril, on a encore un survivant qui sort des mines. Ce sera malheureusement le dernier. Il s'appelle Auguste Berton. Le lendemain même, d'ailleurs, on a le journal Le Matin qui va publier déjà son témoignage. Ce qui est, je vous précise encore une fois, à prendre avec des pincettes. Cela reste des propos rapportés par d'autres et peuvent donc être romancés. Et un témoignage est de toute façon très difficile à vérifier dans ce type de situation de détresse. Mais pour vous raconter, il dit qu'il a d'abord eu un espèce de bourdonnement dans les oreilles avant ce basculement tragique. Il parle de cris retentissants, d'hommes qui fuient, d'une odeur étrange qui se serait répandue. Il dit que l'air serait devenu irrespirable et que certaines lampes se seraient éteintes. Il raconte s'être mis à courir avec son cousin, la gorge brûlante, la tête qui tourne, pris aussi de nausées. Il serait tombé à plusieurs reprises, relevé par son cousin qui aurait fini par le laisser pour mort à la suite d'une énième chute. En effet, il l'aurait cru malheureusement décédé. Et il se souvient encore des corps qui courent sur lui, le piétinant dans la fuite et puis le noir total. Quand il reprend connaissance, il y a un silence absolu, il est seul et il affirme avoir survécu 20 nuits et 20 jours sous terre. Grâce à quelques briquets, un peu d'eau, apparemment il aurait organisé un abri improvisé, que pour se protéger du froid, il aurait récupéré les vêtements des personnes décédées. Il aurait aussi eu l'énergie d'explorer les environs pour trouver de quoi subsister, par exemple du pain moisi laissé par un galibot, de l'avoine, de la toile. Il évoque aussi un cheval décédé dont la viande aurait été trop dure et impossible à consommer, et il affirme surtout n'avoir croisé personne. Le 4 avril, un pan de mur se serait effondré, et par chance, cela aurait permis à cet homme de voir de la lumière, et en appelant le soir même, il aurait été remonté à la surface. Malgré l'épreuve, il serait rentré chez lui le soir même, dans un état apparemment physique relativement stable, malgré un maux de tête et un traumatisme certain lié à la solitude. D'ailleurs, vous pouvez écouter quelques extraits de son témoignage dans un podcast des archives départementales du Nord-Pas-de-Calais que je vous ai aussi mis en description. De toute façon, il y a énormément de témoignages comme celui de Madame Colanard, qui évoque avoir vu le corps de son père et les conditions terribles qui ont suivi cet événement pour sa mère. On a aussi celui de Madame Lachmann, qui évoque le fait d'avoir perdu plusieurs hommes dans cette catastrophe. Et on a aussi celui de Pierre Béal, ancien minier et maintenant journaliste, qui raconte qu'aucun de ses anciens camarades n'est encore vivant. Notamment parce que la majorité est morte de silicose aux alentours de 40 ans. Il raconte qu'en exerçant ce métier, peu importe la manière, en fait, on est condamné à mourir. Et le dernier sauvé de ce drame sera un cheval, retrouvé par des sauveteurs le 8 avril. En tout, il aurait été retrouvé 10 chevaux qui auraient été retrouvés donc affamés, mais entre guillemets en bonne santé. En tout cas, ces rescapés deviennent des figures médiatiques. Leur survie est bien évidemment présentée comme miraculeuse, et c'est ce qui va contribuer à entretenir la colère contre les compagnies, puisqu'on estime que sans doute d'autres survivants auraient pu être sauvés si on avait continué les recherches. Les rescapés vont recevoir une médaille d'or du courage, et le ministre Louis Barthou fera de 2 d'entre eux des chevaliers de la Légion d'honneur.
En avril, on a donc un premier rapport officiel qui tombe, disculpant les ingénieurs et estimant qu'aucune faute n'a été commise dans l'organisation des secours. Mais sur le terrain, la colère ne retombe pas, au contraire. L'unité des compagnies minières commence à se fissurer et certaines, sous la pression, font des concessions. C'est notamment le cas de la compagnie des mines de Marle, qui accepte de porter le salaire journalier à 7,24 francs par jour, soit davantage que ce que réclamait le vieux syndicat, mais moins que les 8 francs que réclamait le jeune syndicat. En tout cas, cette décision change la donne, puisqu'acceptée par les mineurs de Marle. Elle donne donc un nouvel élan dans les mouvements de grève des autres compagnies, où les ouvriers exigent désormais les mêmes conditions. Le mouvement s'étend, se radicalise, à tel point que certains contemporains vont y voir une espèce d'ambiance proche de la guerre civile. Par exemple, les grilles installées autour des mines par les compagnies seront renversées par les grévistes, et on estime que ce conflit social aurait basculé dans un rapport de force ouvert. Et malheureusement, des drames vont se produire. Un non-gréviste sera tué par balle. Un gendarme recevra une pierre dans le visage lors d'un mouvement de foule au marché de Liévin et en décédera. Et après une charge au sabre faite par les forces de l'ordre, une femme sera blessée. Pour ce qui est de l'opinion publique, enfin du moins de ce que partagent les médias, la situation va s'inverser. Les arrestations sont nombreuses, notamment car Georges Clemenceau justifie la répression par une réponse à la colère des grévistes, alors que ces ouvriers sont eux-mêmes abandonnés par le système. Mais surtout, en fait, la presse va changer de centre d'intérêt. Elle préfère se concentrer par exemple sur les 800 arrestations qui ont lieu lors de la grande manifestation de Paris au 1er mai, ou encore écrire sur les élections législatives qui vont venir. Donc en avril-mai, la grève s'essouffle, et début mai, elle est qualifiée de terminée par les médias. On note toutefois cette augmentation de salaire de 10%, et donc c'est la résignation qui va finir par remporter sur la colère. Dans d'autres sources, on évoque la possibilité par les veuves, enfin par les familles des victimes, de conserver leur logement et aussi d'une indemnité pour les veuves. En effet, j'en ai pas parlé, mais il y a eu un immense appel aux dons. Il y aurait eu 5 millions de francs recueillis au niveau national. On dit que Rothschild ou même le pape Pie X aurait donné et que le comité central des répartitions aurait eu à gérer 8 millions de francs. Et c'est en juin seulement que les premières indemnisations pour les familles des victimes auraient été versées. Après, le classisme et l'élitisme les auraient jugés incapables de gérer une telle somme d'argent, les auraient donc déposés sur un compte épargne bloqué, et les familles n'auraient pu retirer que 100 francs par mois. Je trouve ça lunaire. Aussi, petit aparté sur les profils dits vulnérables, je vais rapidement parler de l'immigration. On lit parfois que la catastrophe a déclenché l'immigration dans le Nord-Pas-de-Calais, mais en réalité c'est une simplification. On observe par exemple la présence de 900 mineurs kabyles en 1910, mais aussi de 1500 travailleurs algériens en 1914. En réalité, le recours à une main-d'œuvre immigrée s'inscrit dans une stratégie patronale visant à disposer d'une force de travail plus vulnérable, souvent moins organisée syndicalement et ou ne parlant pas français et donc plus facilement exploitable. La catastrophe va donc participer à cette dynamique sans pour autant en être la cause. Pour revenir aux suites du drame, le 11 juillet, le tribunal de première instance de Béthune conclut à l'absence de faute dans l'organisation des secours. Le 13 juillet, un jour de repos obligatoire par semaine est désormais inscrit dans la loi. Et en octobre, Georges Clemenceau crée le ministère du Travail et de la Prévoyance Santé. En 1907, malheureusement, la justice conclut à un non-lieu et aucune responsabilité pénale n'est retenue. 3 inspecteurs généraux des mines étaient chargés du rapport sur les causes de la catastrophe et leurs conclusions restent prudentes, tout en privilégiant une hypothèse, celle d'une explosion accidentelle de cartouches d'explosifs déjà amorcées et déclenchées par un choc. Selon eux, l'explosion serait partie du puits numéro 3 avant de se propager à travers les galeries jusqu'aux fosses numéro 2 et numéro 4. Et donc sur le plan judiciaire, l'affaire s'arrête là. L'absence de condamnation s'explique notamment par la difficulté d'établir des responsabilités individuelles, mais aussi par le rapport de force entre les compagnies et les ouvriers. La compagnie va d'ailleurs rapidement reprendre ses activités et rester prospère. En 1906, elle va distribuer des dividendes à ses actionnaires et va continuer de croître. Ce ne fut de manière économique qu'un phénomène anecdotique. En tout cas, je tenais à rappeler que Jean Jaurès, le 19 juin, répondait à Georges Clemenceau, et donc j'avais envie de vous lire les propos de Jean Jaurès, alors député à ce moment-là. La violence est chose grossière, palpable, saisissable chez les ouvriers. Un geste de menace, il est vu, il est retenu. Une démarche d'intimidation est saisie, constatée, traînée devant les juges. Le propre de l'action ouvrière dans ce conflit, lorsqu'elle s'exagère, lorsqu'elle s'exaspère, c'est de procéder en effet par la brutalité visible et saisissable des actes. Le patronat n'a pas besoin, lui,
pour exercer une action violente de gestes désordonnés, de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos, dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration. Et quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continueront la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles mais connues des autres patrons, à l'universel vindicte patronal. Cela ne fait pas de bruit. C'est le travail meurtrier de la machine qui, dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris l'homme palpitant et criant. La machine ne grince même pas. En conclusion, on parle donc de catastrophe de Courrières, pourtant elle ne s'est même pas déroulée sur la commune, et n'a fait même aucune victime parmi les habitants de Courrières. Ce nom vient simplement du fait que la compagnie minière de Courrières siégeait dans cette ville. Après le drame, toutefois, des mesures sont prises, certaines mines sont progressivement nationalisées, et surtout la question de la sécurité devient impossible à éviter. Sur le papier, des progrès existent. Les lampes à flammes nues sont peu à peu remplacées par des systèmes plus sûrs, comme le modèle de lampe Davy, qui est protégé par un grillage. Pourtant, j'ai lu que leur utilisation était censée être obligatoire depuis 1905, et apparemment ça semble pas du tout être appliqué. Pour ce qui est des galeries, l'arrosage devient systématique, afin de limiter les coups de poussière et le grisou. Et des barrages sont érigés pour éviter les coups de souffle en cas d'explosion. En 1907, un poste de secours est installé à Liévin, avec des sauveteurs qui sont formés. Mais dans les faits, les évolutions restent lentes et surtout insuffisantes. Car dans le même temps, rappelons que les salaires baissent depuis 1901 et que les quelques hausses obtenues et les améliorations de la sécurité ne compensent en rien la dureté des conditions de travail. Pire encore, en 1910, l'arrivée du marteau-piqueur va augmenter les rendements, mais aussi les risques. Plus de poussière, plus de maladies. Et toujours et encore, le risque d'explosion. Au fond, cette catastrophe ne change pas radicalement le système. Elle va sensibiliser, mais à la marge, car la logique reste la même, produire toujours plus. La rentabilité continue de primer, sans pour autant assurer des conditions de travail réellement sûres, même après une catastrophe d'une telle ampleur. Et pour vous dire, même la mémoire au sujet de cet événement est contrôlée. Le film de Louis Daquin, qui s'appelle La Grande Lutte des mineurs, est interdit. Un autre film, qui s'appelle Le Point du jour, est modifié. Il y a des coupes au montage, le nombre des victimes passe de 1099 à 300, l'année même du drame est supprimée, et le nom du puits est modifié. Comme si, au-delà du drame, il fallait aussi contrôler le récit. Je vous ai d'ailleurs mis le lien sur un film qui est dispo sur YouTube. Donc cette catastrophe ne relève pas seulement de l'accident, elle met en lumière la violence du travail industriel, l'exploitation de la classe ouvrière et les limites très concrètes des réformes sociales de l'époque. Elle rappelle surtout une chose essentielle, les droits sociaux ne sont jamais accordés spontanément. Ils sont le résultat de rapports de force, de mobilisation et de luttes souvent longues et coûteuses. Elle montre aussi que la manière dont on se souvient d'un événement n'est jamais neutre. Avec le temps, la catastrophe de Courrières s'inscrit dans le récit national, mais reste centrée sur la tragédie humaine. En réalité, cette mise en récit tend à atténuer, voire à faire disparaître ses dimensions politiques, sociales et conflictuelles. Aujourd'hui, une nécropole abrite 272 corps de mineurs non identifiés. En 2006, il y a eu les 100 ans de la catastrophe, donc il y a eu un peu plus d'événements. Par exemple, un parcours a été créé entre la nécropole et l'ancienne fosse numéro 2. Un timbre a été vendu par la Poste comprenant un dessin de Paul Verret, le marinier, qui a été lui-même inspiré d'une œuvre de Lucien Jonas, qui montre un minier. Un colloque international s'est aussi tenu sur la catastrophe et ses conséquences. En tout cas, le 10 mars reste une journée nationale de pensée sur cette catastrophe et sur le travail minier de manière plus générale. Et malgré ces hommages, il faut rester vigilant. Il ne faut pas transformer cette histoire en symbole en oubliant les responsabilités, les luttes et les rapports de force qui l'ont produite. Voilà, je voulais rapidement vous dire que j'ai mis en description des liens, notamment le site des archives départementales du Nord-Pas-de-Calais, qui liste les dossiers de la préfecture et des ponts et chaussées au sujet de l'événement. Vous avez par exemple le recensement des échanges au sujet des secours, le nom des victimes ayant subi une incapacité de travail, la situation des familles, etc. Et par exemple, on y lit aussi les demandes d'indemnisation pour les dégâts causés par les forces de l'ordre. Bref, en tout cas un immense merci d'avoir regardé cette vidéo qui est plus calme que d'ordinaire. J'essaye de faire quelque chose de plus posé, de plus écrit aussi, parce que je pense que c'est le genre de sujet qui le mérite. Si je fais des erreurs factuelles ou d'interprétation, n'hésitez pas à me le dire. Si le format peut être amélioré, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je vais pas vous mentir, il est souvent difficile de rassembler autant d'informations, de faire
autant de montage, de filmer aussi longtemps sur mon temps libre, puisque je ne suis pas payée pour ça, et puisque j'ai des activités professionnelles à côté. Et en fait, ça va étaler les recherches, et parfois ça peut faire oublier certains éléments, enfin bref. Encore une fois, merci, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!